Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Gotchard. On vous l'avait promis. La dernière fois, on a attendu trop longtemps avant de nous prendre nos épisodes. Cette fois, on attend un peu moins longtemps, mais on a quand même un épisode très chargé parce que on avait du rattrapage à faire. Alors, dans mon cas, je vais vous parler de deux véhicules, disons, aux intentions différentes, mais aux dimensions à peu près similaires. Le Ford Transit en version électrique et le très grand Nissan Armada. Moi aussi, de mon côté, j'avais du rattrapage, évidemment. Donc, je vais parler de deux essais, encore une fois. Mon essai du Volvo EX30 et aussi du Hyundai Santa Cruz. Moi, c'est William Bouchard. Et moi, c'est Marc Bouchard et vous écoutez Gotchard. Alors oui, William, c'est bien le Nissan Armada. Je pense que ça a mal sonné quand je l'ai présenté au début. C'est un véhicule que j'ai eu l'occasion d'essayer pendant quelques jours, comme on le fait régulièrement. Véhicule qui est assez impressionnant par ses dimensions, mais un véhicule qui n'est pas totalement étranger, puisque il n'y a pas si longtemps, je vous ai parlé de l'Infiniti QX80, qui est la version grand luxe, en fait, de ce véhicule-là. Donc, on n'est pas dans quelque chose de complètement différent. On est dans un véhicule qui est imposant, très imposant. On peut aller jusqu'à 8 passagers selon l'aménagement que l'on veut bien lui donner. C'est assez énorme. C'est d'ailleurs le principal défaut tout en étant la principale qualité. C'est-à-dire que si tu as besoin de l'espace, c'est parfait parce que tu as beaucoup d'espace à l'intérieur. Même en deuxième rangée, tu as vraiment un très grand dégagement. Et même en troisième rangée, tu es capable de t'asseoir et d'être confortable. Ce qui est quand même pas vilain là, pour un véhicule de cette nature-là. Le problème, c'est quand tu te promènes avec en ville. Ben là, évidemment, écoute, le véhicule fait 5,3 mètres de longueur. En hauteur, il est gigantesque. Il rentre pas dans ton stationnement, William, je te le dis tout de suite. Ouais, ben écoute, comme tu dis, c'est un peu son défaut, hein? Moi, je suis né à Exactement. Montréal, ça sert pas à grand-chose. Non, effectivement. Donc, et les stationnements, évidemment, ça n'a pas la maniabilité d'une petite voiture, donc c'est assez compliqué à aller chercher. Autre particularité, c'est quand même monté sur un châssis, une architecture de camion. Donc, c'est très, très rigide, c'est très, très solide, on s'entend. Mais en revanche, ça oblige, disons, à certains compromis au niveau du confort notamment. C'est trop rigide presque à la limite dans certains cas parce qu'on a voulu faire de cette armada-là un véhicule qui est un vrai passe-partout. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'aller l'essayer comme j'aurais voulu dans des conditions plus difficiles. Je me suis contenté d'un petit champ un peu boiteux à un moment donné. Là, j'ai rien fait de majeur. Mais j'ai des collègues qui, eux, l'ont essayé dans du véritable hors-route. Et malgré ses dimensions et malgré son côté un peu plus raffiné, il s'en est très, très bien tiré. Le rouage 4 roues motrices étant capable d'affronter à peu près n'importe quoi. Bref, on a tous les systèmes à bord, incluant le contrôle de vitesse en descente, qui te permet donc d'affronter des conditions plus difficiles. On a aussi en option, sur les versions les plus sophistiquées, un capot transparent. Donc, évidemment, c'est une caméra qui est placée assez basse à l'avant. Quand tu actionnes ça, tu as une caméra qui te montre donc comme si tu voyais à travers le capot, ce qui te permet de voir les obstacles qui s'en viennent, ce qui est absolument parfait quand tu fais du hors-route, qui est peut-être un peu moins évident ou nécessaire, disons, quand tu es en ville, à moins que tu veuilles faire la chasse au nid de poule. Ce qui, en cette période de l'année, n'est pas nécessairement une mauvaise idée, mais tu vois, ça va être assez facile à trouver des nids de poules actuellement. Alors évidemment, tout ça, ça fait qu'on a un véhicule qui est effectivement passe-partout, mais l'idée, c'est aussi que c'est un véhicule qu'on a voulu un peu plus sophistiqué, un peu plus aristocrate dans sa démarche. Donc, le look est complètement différent. On a refait entièrement la robe du véhicule. On a une calandre qui est beaucoup plus imposante, mais qui est vraiment beaucoup plus distinctive. On a des détails de carrosserie qui sont beaucoup plus efficaces. Bref, on a un véhicule qui est vraiment charmant. En fait, c'est un peu un athlète en robe, en tenue de soirée, là. On nous présente donc un véhicule qui est capable d'affronter de grandes conditions extrêmement exigeantes, mais en même temps qui a une allure et un raffinement extérieur et un raffinement intérieur. Les versions les plus haut de gamme arrivent avec
entre autres la platine, comme moi j'avais. Tu as 2 écrans de 14,3 pouces. Tu as beaucoup de capacité et d'options. Siège chauffant, ventilé comme il se doit. Donc, tout est là vraiment pour être capable d'avoir un intérieur qui est raffiné avec des matériaux qui sont durables. Peut-être un peu pâlo, cependant, dans mon cas. J'aurais pas voulu aller dans une version hors route et embarquer dans le véhicule avec de la boîte partout. Ça n'aurait pas nécessairement été une bonne idée en termes de propreté, mais dans l'ensemble, ça donne évidemment quelque chose de tout à fait agréable à regarder et de tout à fait agréable à utiliser. Il y a cependant un changement qui est assez important, c'est au niveau de la motorisation. Parce que l'ancien Armada comptait sur un moteur V8 de 400 chevaux qui était ultra gourmand. On va se le dire, c'était vraiment très, 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 très imposant comme consommation d'essence. On a changé ça. On est rendu avec un V6 3,5 litres qui est plus puissant, 425 chevaux, 516 livres-pieds de couple. Ça en fait quand même un véhicule qui boit, avec des dimensions comme celle-là, il faut s'y attendre. En revanche, il est beaucoup plus économique qu'il ne l'était. Gracieuseté notamment de la boîte automatique 9 rapports qui répond très bien, qui offre vraiment des changements assez rapides, des changements bien étagés, mais surtout qui donnent une meilleure efficacité énergétique. C'est ça que l'on voulait. Enfin, si vous voulez avoir un véhicule pour travailler, dites-vous que, il y a de l'espace en abondance pour transporter ce que vous voulez à l'intérieur, mais vous êtes aussi capable de remorquer jusqu'à 6500 livres avec le véhicule. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus imposant, il y en a qui remorquent plus que ça, mais déjà 6500 livres, ça vous permet de traîner pas mal de choses à l'arrière. Donc, on est dans un vrai VUS, un vrai véhicule utilitaire sport. Un dernier mot, évidemment, sur la sécurité, parce qu'on sait que Nissan aime beaucoup les éléments de sécurité. Entre autres, ils ont ce qu'ils appellent le bouclier Nissan de sécurité, le Nissan Safety Shield. Il est encore en évidence là-dessus. Il est additionné de le Pro Pilot Assist, qui est un système finalement d'aide à la conduite semi-autonome. Donc, sur grande route, tu peux laisser le véhicule et il va t'aviser, il va réagir pour toi. Bref, assez efficace, ça fonctionne bien. Bien sûr, c'est pas un véhicule autonome, c'est-à-dire que tu peux pas complètement lâcher le volant et laisser l'Armada se déplacer seul, mais quand même, ça fait tout à fait le travail et c'est assez bien pensé et assez rapide. Écoute, évidemment, on parle quand même d'un véhicule qui coûte une petite fortune. Il vaut à peu près 105 000 pour le 8 places, dans la version la plus haut de gamme. 105 000, c'est quand Ouais. même pas donné, là. Non, effectivement. Mais là, évidemment, je te donne le plus haut de gamme, le Platinum Reserve, là, qui est la version la plus raffinée. Ça va être un peu moins, 90-92 000 dans les options de base. C'est quand même très dispendieux, mais on parle d'un véhicule là, énorme qui se compare au Yukon de ce monde, par exemple. En termes de prix aussi, ça se compare au Yukon? Oui, à peu près. Le Yukon offrant peut-être des versions peut-être un petit peu plus raffinées dans le cas du Yukon et une version allongée aussi dans le cas du Yukon, comme si on avait besoin d'une version C'est allongée. ça, je m'en allais dire. On n'avait pas assez encore. Il nous en fallait plus. C'est ça, exactement. Écoute, dans un autre ordre d'idée, puis parce que je peux pas toujours dépenser une fortune en essence, j'ai fait l'essai d'un véhicule assez particulier dont on ne parle à peu près jamais, parce que c'est pas le type de véhicule que toi et moi, on essaye régulièrement, et c'est le Ford Transit en version électrique. Donc, le Ford E-Transit. Mais d'un autre côté, on n'en parle pas, mais c'est un véhicule qu'on peut voir sa route. C'est pas nécessairement en version électrique, là, mais en version autant thermique qu'électrique. C'est un véhicule que tu vois partout sur la route avec pratiquement des décalques de toutes les business possibles et inimaginables. Effectivement, c'est le plus vendu de sa catégorie et on comprend pourquoi. Il est un peu moins dispendieux peut-être que ses concurrents, notamment le Sprinter, que j'aurai l'occasion d'essayer dans quelques semaines aussi, je dois le dire. Évidemment, il est plus passe-partout, peut-être le Transit, il est plus connu. Un véhicule qui n'a pas subi de grands changements au cours des dernières années. La différence, en fait, c'est justement l'arrivée de ce véhicule électrique, cette version électrique 266 chevaux, c'est suffisant, bien que quand il est chargé, c'est un peu plus difficile, là. Les accélérations ne sont pas aussi véloces qu'on pourrait le souhaiter, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Il faut rappeler que c'est essentiellement un camion commercial. Évidemment, quand tu le conduis à l'ège,
ça sautille un peu, c'est normal. Les suspensions, bon, c'est une propulsion, les suspensions arrière sont un peu légères à cet effet-là, mais elles sont conçues pour être capables de supporter du poids et que ce soit en version électrique ou pas, il est tout à fait capable de transporter des marchandises. La grande question, en fait, parce que je ne veux pas m'étirer sur les capacités de travail de ce véhicule-là, on les connaît, tu le dis, on en voit de tous les genres, de tous les styles, de toutes les couleurs, avec à peu près tous les types de commerce, parce que ça, il faut donner à Ford cet élément-là. Ils ont un département commercial très développé qui leur permet d'offrir vraiment des aménagements complets. Donc, si tu veux t'acheter ce véhicule-là en disant, ben moi, je suis plombier, j'ai besoin d'armoires de telle façon, ils peuvent t'aider et le faire pour toi. Là. Ils ont des départements qui vont t'aider à faire ça. Donc, c'est normal que ce véhicule-là soit utilisé à toutes les sauces. En version électrique, je voulais savoir de quoi il avait l'air. 266 chevaux, 235 km d'autonomie. Et tout le monde me disait, tu les feras jamais. Écoute, honnêtement, c'est vrai qu'une fois chargé, l'autonomie diminue plus rapidement. C'est pas catastrophique, mais oui, l'autonomie diminue plus rapidement. Mais à l'âge, j'ai été extrêmement étonné de voir que je faisais mieux que l'affichage de la catégorie. J'ai franchi 76 km et mon affichage m'en a retranché à peine une cinquantaine. Donc, ça m'a quand même permis, là, alors tu le sais, je reste à peu près à 75 km de l'endroit où on va chercher des véhicules. Ben, je suis allé chercher la voiture, puis quand je suis arrivé chez nous, il m'en restait encore en masse. Donc, c'est vraiment surprenant comme retenue quand il est vide, je le répète. Ouais, parce que là, c'est ce que je m'en allais te dire. Parce que là, après ça, il faut que tu rajoutes. Déjà, le véhicule est lourd, mais si tu rajoutes le poids des marchandises que tu mettrais à l'intérieur, j'imagine que cette autonomie-là, elle va baisser. Oui, effectivement. J'ai mis quelques trucs. J'ai un ami là, qui a des choses. Alors, on a mis ça dans la boîte et je l'ai essayé pour le plaisir. Et honnêtement, là, ça diminuait vraiment de façon marquée. J'ai pas fait long, là, j'ai fait juste un petit test. Mais oui, ça diminuait de façon marquée. Donc, ceci étant dit, c'est quand même un véhicule qui vaut la peine si vous êtes essentiellement un travailleur urbain. Si vous êtes, je parlais du plombier, de l'électricien, des gens qui interviennent dans une zone assez limitée. Si vous êtes un livreur qui passez votre journée sur la route, c'est peut-être pas le meilleur choix. Mais si, en revanche, vous êtes un commerçant qui avait besoin de ça dans une zone assez limitée, et même si vous êtes un livreur, c'est quand même pas si mal parce que en 45 minutes, dans une borne de recharge rapide, vous êtes en mesure de récupérer 80% de la capacité. Donc, sur l'heure du dîner, vous pouvez vous brancher et vous allez récupérer 80%. Mais évidemment, ce n'est pas l'idéal. Le mieux étant, bien sûr, d'utiliser ça comme un peu votre entrepôt mobile. Là, je pense, je répète, là, plombier, des trucs comme ça. C'est effectivement un véhicule qui vaut la peine. À l'intérieur, écoute, système 5 que l'on connaît bien, qui est super efficace chez Ford, tu le sais. La conduite, ben, c'est une conduite traditionnelle de camion commercial de cette nature-là. On n'achète pas ça nécessairement pour le confort. Il y a des éléments de sécurité qui sont là. Honnêtement, ça fait tout à fait le travail. 73 000 ça, c'est le coût qui fait mal un petit peu parce que c'est cher par rapport à la version thermique, mais n'empêche qu'au moins le véhicule est là et vous êtes capable d'épargner sur les coûts d'opération avec l'économie d'essence. Autre détail dont il faut parler, parce que c'est un véhicule commercial, le Transit est aussi connecté en version télématique. Donc, ça veut dire que si vous êtes un gestionnaire de flotte, par exemple, et que vous avez plusieurs transits, vous êtes en mesure de vous connecter à chacun des véhicules, d'avoir les diagnostics. Est-ce qu'on a besoin d'entretien? Est-ce que, par exemple, on a roulé trop rapidement? Donc, on est capable d'avoir ces informations-là à distance. Ça facilite la gestion de la flotte. Donc, on parle vraiment d'un véhicule qui est tourné vers l'usage commercial, mais en version électrique, ça fait le travail. C'est loin d'être parfait, on aimerait plus, mais si on met plus de batterie, on met plus de poids. Si on met plus de poids, ça veut dire qu'on limite ce qu'on est capable d'embarquer à bord parce qu'il y a une limite à ce que le châssis peut accepter. Donc, évidemment, on ne peut pas aller trop loin là-dedans. Dernier détail en terminant, évidemment, vous avez les portières coulissantes, vous avez tout ça. Vous avez aussi la possibilité de plusieurs longueurs d'empattement et de plusieurs hauteurs de toit.
selon l'usage que vous allez faire. Donc, si vous prenez la version la plus longue avec le toit le plus haut, malheureusement, vous ajoutez du poids et vous ajoutez des éléments qui vont aller contre l'aérodynamisme. Ça veut dire que votre autonomie va descendre un peu, probablement aux alentours de 200 ou de 190 km. C'est la contrainte quand on veut plus d'espace. Alors, je vous le dis, c'est parfait si vous êtes quelqu'un qui intervenait dans une zone limitée, si vous êtes quelqu'un qui parcourait beaucoup de kilomètres dans une journée. Peut-être pas l'option électrique, c'est pas nécessairement une bonne idée. Voilà, mon cher, c'était mon intermède commercial. Et de ton côté, tu as fait d'autres essais aussi, William. Oui, absolument. Puis en termes de taille, bon, tu me diras, peut-être que le Santa Cruz est pas trop loin, mais celui dont je vais te parler en ce moment, le Volvo EX30, on n'est vraiment pas dans le même beat. On n'est vraiment pas dans la même catégorie en termes de taille. C'est même le plus petit véhicule qui est offert chez Volvo. C'est quand même gros pour le plus petit véhicule offert. Je dis ça comme ça, là. C'est quand même spacieux. On a aucun problème à aller faire son épicerie. Je me suis... Avant de le savoir, j'aurais pas nécessairement deviné que c'était le plus petit, là. On est quand même dans un véhicule qui a un certain espace. Bon, OK, qui, si vous voulez, peut être jusqu'à 65 000 $. C'est un véhicule électrique, il faut le mentionner, hein? Mais la version Ultra Twin Motor peut aller jusqu'à à peu près 65 000 avec les frais de transport et de préparation. Donc, encore une fois, pour le plus petit de la marque, peut-être que c'est un peu, comment dire, dispendieux, hein? Écoute, c'est un Volvo, je comprends qu'on veut jouer la carte du luxe, mais effectivement, le prix de base est à quoi? 55 000 pour les versions de base, à peu près? Oui, c'est exactement ça. Et ça, on parle de la version single motor aussi, donc qui n'est pas à traction intégrale et qui a à peu près la moitié de la puissance. Et oui, à peu près la moitié, parce qu'on parle de ces 268 chevaux, là, j'ai de l'avoir devant les yeux, 268 chevaux pour la version single motor, 422 chevaux pour la version twin motor. Avec seulement quelques milliers de dollars de différence, il faut dire, là, entre les versions. Bon, il y a Core qui est seulement disponible avec la version à un moteur, et ensuite les versions Plus et Ultra, les deux disponibles avec soit un moteur, soit la traction intégrale. La traction intégrale, évidemment, c'est toujours apprécié. Hein? C'est sûr que c'est toujours quelque chose qui, surtout, bon, à la fin de l'hiver, officiellement c'était le printemps, là, mais il y avait de la neige quand même quand je l'ai essayé, tu me diras. Donc, quand on Il y a a eu de encore... la neige jusqu'à la fin d'avril, William. Ben, c'est pour ça que j'ai dit l'hiver. Puis après ça, j'ai calculé. Je me dis, non, c'était le printemps, techniquement. C'est juste qu'il y a eu de la neige vraiment tard. Mais oui, c'est ça. Donc, même dans la neige et tout ça, c'est toujours agréable d'avoir ce genre de technologie-là, même si c'est pas donné. Puis honnêtement, la version Ultra Twin Motor semble pas si dispendieuse quand on pense que c'est 10 000 $ en de moins pour la version de base. Tout ça pour dire, après notre chialage sur le prix, c'est quand même un véhicule assez puissant, comme je le mentionnais dans sa version Twin Motor, 422 chevaux, 400 livres-pieds de couple, et le couple est toujours quelque chose qui est particulier sur un véhicule électrique parce que la nature électrique de la chose fait que c'est instantané, on a toute cette puissance-là instantanément. L'accélération, c'est vraiment pas un problème là, du côté du EX30, ça je peux te le garantir. Il y en a d'autres des problèmes, par contre. Je t'explique. La philosophie de conception du EX30 me semble un peu étrange. Je sais pas si tu te souviens, quand on avait été au Test Fest, là, au Festival des essais de la JAC, on avait essayé pour la première fois la Lucid Air, qui Oui. était bien particulière dans sa philosophie justement de conception où il n'y avait pas de bouton physique et tout se contrôlait de manière numérique et presque sans fil. Hein? Donc tout passait à travers l'écran tactile ou à travers des interactions indirectes même avec le véhicule. C'est exactement le même principe. Bon, ok, pour peut-être la moitié du prix, à peu près, de la Lucid Air, mais c'est à peu près le même principe où, pour te donner une idée, la clé, c'est juste un bout de plastique. C'est juste un prisme de plastique noir. Il est même pas écrit Volvo dessus. C'est juste un bout de plastique. Et en fait, quand tu t'approches du véhicule, il se débarre. Il n'y a pas de Attends, bouton dessus.
Attends, ça, faut qu'il soit programmé en conséquence. Parce que sinon, tu dois apposer ton petit bout de plastique sur un rond dessiné sur le pilier B. Parce que si tu l'as mal programmé, et je le sais parce que quand je suis allé avec toi chercher la voiture, j'ai eu l'air d'un épais parce que je ne savais pas qu'il fallait que je mette ça là-dessus. Et la portière ne s'ouvrait pas tellement que je pensais qu'on s'était trompé de véhicule. Ben, t'as tout à fait raison, puis c'est ça. Honnêtement, dans la semaine que je l'ai utilisé, il y a à peu près 3 fois que je me suis dit, j'aimerais tellement ça pouvoir y faire bip bip en le barrant, juste pour savoir il est où, dans le stationnement. Mais ça, c'est vraiment niaiseux comme plainte, là. C'est vraiment pas. Ben non! Mais au Combien de personnes quotidien, ça? c'est ça. Combien de personnes se souviennent plus où ils sont stationnés puis ils font bip bip pour le trouver? Ah oui, on est dans la deuxième rangée. Là, c'est un Tout peu le monde fait difficile. ça. Tout le monde fait ça. Puis c'est un peu stressant aussi, évidemment. Faut tout programmer dans ce véhicule-là. Hein? Le système d'infodivertissement est particulièrement compliqué, justement parce qu'il y a tellement d'options. Hein? Et on le fait pas encore vidéo, mais la journée qu'on va le faire vidéo, les auditeurs vont pouvoir voir la face que t'as faite. Je pense que c'est la face que tout le monde fait, l'espèce de mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont mis, qu'est-ce qu'ils ont fumé avant de faire ça, parce que la quantité de boutons d'options, de fenêtres différentes qui s'ouvrent en même temps sur le système d'infodivertissement. Puis écoute, là, je pense que je suis quand même quelqu'un qui est familier avec l'informatique et qui n'a pas de problème avec l'utilisation de ce genre de système-là. Mais même moi, il a fallu que je cherche par endroit, bon, comment est-ce que je fais pour déplacer mes miroirs? Parce qu'il n'y a pas de bouton. Parce qu'il faut déplacer ces miroirs sur le milieu. Ça, c'est fou. Comme il n'y a pas de tachymètre. Pour voir à quelle vitesse tu roules, tu dois regarder dans l'écran du milieu. Il n'y a aucun panneau d'instrumentation, il n'y a pas juste pas de tachymètre, il n'y a aucun cadran et il n'y a pas non plus d'affichage tête haute. Moi, c'est ce que j'aurais rajouté au minimum parce que l'intérieur aussi, et là j'y arrivais, parce que bon, là, le véhicule se débarre tout seul, il se rebarre tout seul, ça fait peur, oh, il fait pas bip bip, il part tout seul aussi et il s'arrête quand on quitte, ce qui est un peu bizarre au début, il faut s'habituer, mais bon, jusque-là, on peut se dire c'est pas trop mal. Mais à l'intérieur, il n'y a aucun bouton physique ou presque. Ou presque. Les fenêtres, c'est des boutons physiques qui sont sur l'appui-bras central, hein, Ça, et c'est l'autre pas sur affaire. l'appui-bras de la porte. Mais ça, rendu là, c'est la moindre des choses. Rendu là, c'est pas tant important. Mais comme je le disais, pour déplacer ses miroirs, pour ouvrir son coffre à gants, tout ça, ça passe par le système d'infodivertissement. Puis la raison pour laquelle j'en parle avec autant d'intensité, c'est parce qu'il y a même pas si longtemps, il y a quelques mois à peine, tu nous parlais. Bon, ok, il y a encore plus récemment, tu mettais ce véhicule-là dans tes flops de l'année. Donc peut-être À qu'on peut. cause du système Oui, d'infodivertissement, oui. justement, là. Mais mettons qu'on skip cette partie-là et qu'on pense à une des dernières fois qu'on a parlé de Volvo, à part cette fois-là, c'était pour les féliciter, justement, parce que ils avaient, en gros, remporté, ils s'étaient retrouvés au top du classement pour les véhicules qui demandaient le moins d'attention en termes de, justement, réglage, de tout ce qui est ventilation. Donc, ils avaient remporté dans une petite étude, là, je crois que c'était un journal suédois, en tout cas, ils avaient été nommés comme étant la compagnie qui, dans le fond, faisait l'inverse de ce qu'on voit dans le EX30, c'est-à-dire qu'ils mettaient de l'avant des systèmes qui sont faciles d'utilisation, qui sont souvent avec des boutons physiques, justement pour éviter de devoir tourner sa tête, de devoir dévier son attention de la route. Malheureusement, ce véhicule-là, je le recommanderais à tout le monde si c'était pas de ça. J'ai beaucoup aimé la finition intérieure. Volvo, c'est une de leurs grandes forces, hein? La finition. Qu'est-ce que tu voulais dire? Le système de son aussi. Absolument, oui. Le système de son qui est une seule barre de son en avant à la place d'être plusieurs là, speakers à l'intérieur de l'habitacle qui fait vraiment, on pourrait se dire un seul speaker, mais non, ça fait un travail vraiment meilleur que plusieurs haut-parleurs, je dirais, en termes de basse surtout, là, c'est vraiment impressionnant. C'est pour ça que je dis c'est triste ça, c'est triste cette histoire de système d'infodivertissement parce que j'ai beaucoup aimé la conduite, le design à l'intérieur, parce que bon, l'extérieur, la calandre en avant, ben justement, l'absence de calandre parce que c'est un véhicule électrique, avec les phares minces. Je suis pas certain, moi, d'aimer, mais ça, c'est... Tous les goûts sont dans la nature, là. Mais c'est très Volvo, par exemple. T'sais, on est très. Quand tu regardes le véhicule, même s'il est beaucoup plus moderne, on retrouve
à peu près, je te dirais, l'inspiration traditionnelle des véhicules Volvo. Ah oui, absolument. Même sans la calandre en avant qui est justement pour laisser sortir là, l'air chaud habituellement d'un moteur. Ici, on n'en a pas besoin. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais 400 km d'autonomie pour la version Twin Motor, donc un petit peu moins pour la version, un petit peu plus plutôt pour la version Single Motor, évidemment. Tout ça, là, en gros, sur papier, bon, peut-être un petit peu cher, tu me diras, mais sur papier, c'est un excellent véhicule. Et à conduire, c'est un véhicule qui est le fun. On va Oui, se oui, le dire, là. absolument. Là, ben, on en parlait plus tôt. 400 chevaux et ça paraît, c'est le fun, là. Oui, oui, puis la direction est précise. Puis, tu sais, honnêtement, en termes de conduite, t'as rien à dire. Mais j'ai tellement sacré après l'écran du milieu que j'ai fini par oublier que c'était le fun à conduire. C'est malheureusement ma réaction aussi. Si vous l'essayez puis que vous aimez ça, ben grand bien vous fasse. Achetez-le vous et ayez beaucoup de plaisir à le conduire. Mais effectivement, malheureusement, c'est ce qui m'empêche de le recommander. Parce que je le recommanderais, je tiens à le dire, je le recommanderais, si ce n'est que s'il y avait un cadran en avant. Ah, là, il y en a zéro. Là, moi, honnêtement, là, juste le fait de ne pas pouvoir voir à quelle vitesse tu roules en regardant droit devant toi, ça va contre tous les principes ergonomiques qu'on nous enseigne et de sécurité qu'on nous enseigne depuis des années. Alors, je comprends pas l'idée de Volvo, qui est pourtant, je te dirais, le grand-papa de plusieurs éléments de sécurité dans l'automobile et qui arrive avec un système comme celui-là, alors que, on va le rappeler parce qu'on en a parlé aussi précédemment dans un autre épisode, à partir de 2026, l'Union européenne veut forcer les manufacturiers à mettre des boutons physiques dans leurs véhicules pour que, justement, on évite le manque d'attention. Comprends pas. Mais, je suis comme Écoute, toi, le X-30, j'aime le conduire. ben je l'aimerais beaucoup plus, c'est ça, sans ce qu'on vient de dire, parce que à tous les niveaux, je trouve que c'est un bon véhicule. Là, je l'ai pas mentionné non plus, mais Volvo, faire de la sécurité, en termes de sécurité, là, assistance à la conduite, caméra 360, vraiment un bon système, vraiment un système bien pensé, qui est bien équilibré aussi là, entre prendre le contrôle disons, un équilibre entre sensibilité et sécurité, appelons ça comme ça, parce que des fois, il y a des systèmes qui sont un peu gossant, disons-le comme ça, quand tu t'approches un petit peu trop de quoi que ce soit sur la route. Effectivement, mais en tout cas, écoute, je suis content que tu l'aies essayé. Je suis content que tu aies eu la même opinion que moi. Je sais que des fois, on n'est pas d'accord parce que toi, tu aimes beaucoup les systèmes d'info divertissement avec plein de bidules et tout. Moi, je suis plus dans la simplicité, mais celui-là, honnêtement, là, écoute, En plus qu'il faut que tu mettes ton profil Google. Hein? Ah oui, on l'a même pas mentionné. Puis nous, c'est sûr que ça nous affecte un petit peu moins parce qu'on le laissait juste une semaine. Donc, on n'essaie pas le genre de D'abonnement. fonctionnalité là, à long terme où il sauvegarde ton profil et tout ça. Là, c'est bien rare qu'on peut le faire. Mais oui, Google aussi, si on parle de tout ce qui est sécurité avec ce système d'infodivertissement-là, Ouais. c'est probablement un des pires en termes de vie privée, malheureusement, justement, à cause de cette association-là avec Google. Donc, écoute, on pourrait en parler longtemps, là, mais si on parle uniquement de l'expérience, c'est quand même quelque chose qui est super agréable. Mais je le répète, si seulement je pouvais voir à quelle vitesse j'allais en conduisant. Effectivement, effectivement. Mais tu as fait quand même l'essai d'un véhicule qui est un peu différent dans son format. Euh, Est-ce que c'est une camionnette? Est-ce que c'est un VUS? Parce qu'en plus, c'était une version qui était faite pour la route. Alors, je t'écoute, mon cher William. Ouais, ben je pense que le Hyundai Santa Cruz lui-même ne sait pas si c'est une camionnette ou un VUS. Ah, ça, c'est chiant un peu, par exemple. Non, mais écoute, j'en ai vu un autre sur la route récemment, quelque chose que... Parce que là, ça fait un petit bout que je l'ai essayé, là, à cause du temps de retard, mais j'en ai vu un sur la route tout récemment, cette semaine, puis je me suis répété la même chose. C'est vraiment pas beau tout de suite, là. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Et encore une fois, tous les goûts sont dans la nature. Peut-être que vous l'adorez, peut-être que vous trouvez que c'est magnifique, hein. On en parlait au dernier épisode, j'ai été élevé dans une Pontiac Aztec. Ah, C'est ouais. sûr que j'ai peut-être été traumatisé dans mon enfance, mais moi, je trouve ça vraiment pas très beau, justement à cause de cette indécision-là entre VUS et camionnette. Et c'est vraiment ça qui marque pas mal toute l'expérience, on va se le dire, autant en termes de conduite qu'en termes
côté pratique, pratiquement tout. Ma critique, c'est un mélange entre un VUS et une camionnette. Je t'explique. Entre autres, il n'y a pas de valise. Donc ça, c'est quand même un peu chiant pour quelqu'un comme moi qui habite en plein milieu de Montréal. OK, oui, t'as une boîte, mais t'as une boîte de 4 pieds. Oui, elle se ferme, mais c'est pas énorme une boîte de 4 pieds, là. Donc, il faut vraiment avoir un usage assez particulier de cette boîte-là, je crois, pour le justifier, parce qu'en ville, c'était pas nécessairement intéressant. Par contre, à la différence d'un Maverick, par exemple, qui a aussi une boîte de 4 pieds comme ça, l'espace intérieur est beaucoup plus intéressant. Parce que tu as une deuxième rangée complète, une vraie deuxième rangée, une deuxième rangée même spacieuse, et c'est là que tu vas te ramasser à mettre ton épicerie, dans le fond. Pas dans la boîte, mais bien sûr la deuxième rangée. Donc là, c'est à se demander, est-ce que c'est ça qu'on veut ou non? Même principe. D'un côté, tu vas avoir la conduite, je trouve, d'un VUS, c'est-à-dire pas nécessairement aussi lourd, même si ça reste un véhicule très lourd, mais un peu moins lourd que certaines camionnettes un peu plus grosses. Mais tu vas aussi avoir une capacité de remorquage maximale de 5000 livres. Ce qui n'est pas énorme, on va se le dire, là. Mais quoique, c'est mieux que le Maverick. Parce que le Maverick, dans sa forme la plus imposante, c'est 4000 livres le maximum de remorquage. Mais je répète, avec les avantages d'un VUS, avec la conduite d'un VUS, 280 chevaux, là, 300 quelque chose livre-pied, c'est pas nécessairement la chose la plus puissante, mais ça, sur une espèce de châssis qui est pas nécessairement fait comme celui d'une camionnette, ça mène à quelque chose qui était surprenamment, est-ce que j'irais jusqu'à dire dynamique? Peut-être pas, mais surprenamment dynamique, oui. Dans le sens qu'on s'attendait à ce que ça ne le soit pas pantoute. Puis finalement, c'est quand même assez maniable. C'est quand même pas trop lourd dans sa conduite. À des moments où, justement, le Maverick, même s'il est plus petit, va avoir un sentiment de lourdeur, va avoir un sentiment justement de maniabilité un peu moins intéressante, justement parce que c'est désigné à la manière d'une camionnette qui n'a pas le même aérodynamisme, qui n'a pas le même centre de gravité. Et surtout, en fait, les gens de Hyundai détestent ça quand je dis ça, mais finalement, le Santa Cruz, c'est un Hyundai Tucson dont on a enlevé la partie arrière pour le remplacer par une boîte de camion, là. Donc, Ben oui. la partie avant, c'est littéralement un Tucson. Alors que dans le cas du Maverick, et tu as raison de le souligner, c'est pas un VUS qu'on a pris. On n'a pas pris un Ford Escape ou un Bronco puis on a mis une boîte, là. On a vraiment créé quelque chose de différent avec ça. Donc, il y a effectivement cette différence-là. Quand même, cependant, dans la version du Santa Cruz que tu as essayé, toi, tu avais l'option XRT, qui théoriquement est l'option la plus aventurière du véhicule, là. Écoute, mettons qu'on n'ira pas faire la traversée, je sais pas moi, du Grand Canyon avec ça, là. Hein? Oui, c'est plus aventurier. Euh, c'est certain que la garde au sol va être adaptée pour faire des trucs du genre off-road. Il y a un peu plus de protection. Je pense que c'est plus un truc de look que vraiment une histoire de fonctionnalité. Je suis pas certain que les autres versions là, du Santa Cruz soient à ce point différentes. La version XRT, en plus, elle est pas donnée parce que la version Ultimate, elle est, bon, à peu près 52 500 $. Celle-là, elle est quand même à 49 500 $. Donc, on n'est pas super loin de la version Ultimate. On est à peu près à 3 000 $ la version Ultimate. C'est pas non plus comme si ce véhicule-là avait été conçu pour être justement particulièrement aventurier dès le début. C'est, comme tu l'as dit, une version qui se veut aventurière, là. Donc, c'est plus une histoire. Si on aime les versions Wilderness chez Subaru, là, ou quelque chose comme ça, si on aime se donner un air aventurier sans nécessairement vouloir l'amener en route toutes les fins de semaine, ça peut être intéressant. C'est sûr que moi, malheureusement, je vais peut-être plus recommander la version Ultimate, ne serait-ce que parce que je suis un grand fan de toute la technologie de chez Hyundai. Ça, c'est la petite version, le petit billet de Hyundai fanboy qui ressort parce que on va avoir
des fonctionnalités à l'intérieur, on va avoir des fonctionnalités de sécurité qui sont plus intéressantes du côté de la Ultimate. Mais bon, n'empêche que c'était une très bonne version aussi. J'en parle rapidement aussi. Ça a quand même une certaine taille. Ça vient pas gratuitement, toute cette puissance-là. C'est 12,8 litres au 100 qui est annoncé en ville. Moi, c'est à peu près ça que j'ai fait, pas juste en ville, mais en combiné. Eux annoncent 11,1 litres au 100 en combiné, mais moi, j'ai fait plus près du 12,5, là, même sur... En rappelant que tu n'as jamais rien mis dans la boîte, là. Non, absolument pas, j'ai pas remarqué, j'ai rien mis dans la boîte et je conduis habituellement de manière assez calme, là, Wow. éco-conduite. Ouais, non, c'est ça, ça a été ma surprise aussi. Ça a été ma déception même parce que sinon, j'ai été agréablement surpris. Bon, je trouve ça lettre, là, je le répète, c'est pas beau, là, mais outre ça, j'ai été agréablement surpris par le comportement, par la technologie, par même le design intérieur, par l'espace intérieur, la consommation et le prix à la pompe pour le peu de route que j'ai fait m'a quand même un peu déçu. Mais bon, j'imagine qu'il fallait s'y attendre quand on s'achète un véhicule comme ça, qui est un mélange entre une camionnette et un VUS, encore plus spacieux qu'une camionnette de base, fallait s'y attendre. On va quand même préciser que cette année, on a un petit peu modifié certaines affaires. Le Santa Cruz a été légèrement rafraîchi, mais tu as raison de dire qu'il a vraiment une allure. C'est vraiment le Tucson avec une partie arrière et le XRT, en plus, avait des espèces de petits de plastique et était d'une couleur, rappelons-le, totalement discrète dans le cas de ton essai, là. Ah oui, tout à fait. Orange Flash, là, c'était fantastique. Disons que celle-là, on la perdait pas. À cause de sa taille en partie et aussi à cause de la couleur. Donc celui-là, même s'il faisait pas bip bip, on aurait pu s'en tirer parce qu'il était beaucoup plus difficile à perdre. C'est toi qui faisais bip bip en t'approchant. Oui, c'est ça. Écoute, avant de passer à tes nouvelles qui sont, comme d'habitude, d'un grand sérieux, euh, je voulais te parler de quelque chose, une expérience que j'ai eu l'occasion de vivre hier soir au moment où on enregistre. C'est l'événement Takumi Kaiken. OK? Je ne sais pas ce que ça veut dire, puis j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Takumi, cependant, ce que c'est l'art et de maîtriser une discipline. Alors, il y a au Japon des maîtres Takumi. Pour être un maître Takumi, tu dois avoir réalisé 60 000 heures, c'est-à-dire 30 années à temps complet à faire une tâche pour la maîtriser parfaitement. Pourquoi je te parle de ça dans le cadre de l'automobile? Parce que c'est la philosophie que Lexus met de l'avant avec ses véhicules et ils nous ont fait une soirée Takumi comme celle-là en nous présentant, bien sûr, leurs véhicules, en présentant aussi des artistes locaux. Je dois le dire d'ailleurs, j'apprécie énormément que Lexus ait fait ça. Ils l'ont fait à Toronto, ils l'ont fait à Montréal avec des artistes locaux de haut niveau. Je pense à Éric Paré, qui est un photographe qui joue avec la lumière. C'est fantastique ce qu'il fait. Je pense à Jody Tellier, qui fait de la peinture, bon, entre autres sur une bouteille de vin dans mon cas. Je pense à Laurence Vallière, qui est une sculptrice avec du carton. Elle prend des matériaux recyclables et elle fait des sculptures de carton. C'est fantastique. Honnêtement, beaucoup, beaucoup de nouveautés et de particularités. Pourquoi on a pris ces gens-là? Ben justement parce qu'on dit que ce sont des maîtres dans leur domaine et Lexus veut s'associer à cette qualité-là. J'ai donc rencontré Scott McKenzie, qui est le responsable des affaires externes du côté de chez Lexus, qui m'expliquait en fait, et à ma grande surprise, que Lexus au Japon a effectivement des maîtres Takumi qui travaillent dans l'usine. Donc, des gens qui sont là depuis 30 ans et qui font le travail. Et les travailleurs canadiens vont là-bas pour apprendre d'eux, pour savoir comment, par exemple, certains trucs, entre autres certains recouvrements qui doivent être faits à la main pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau. Là. Ils doivent mettre comme des espèces de scellants. Scellant doit être fait à la main selon une méthode particulière pour pas que ça fasse de démarcation. Donc, ils doivent apprendre à le faire. Dans certains cas, ça prend des années avant de maîtriser. Ça, c'est un des éléments. Le deuxième élément, c'est entre autres de vérifier l'espace entre les différents panneaux du véhicule et les différentes composantes du véhicule. Pourquoi? Parce que bien évidemment, les composantes proviennent parfois de différentes sources externes. Donc, il faut marier tout ça et s'assurer que l'espace est le plus petit possible. Donc, ils ont des gens dont c'est le travail. Et Scott m'expliquait que c'est pas le cas au Canada, mais
au Japon, notamment dans l'usine Lexus, ils ont une personne qui s'occupe de l'assemblage de la console centrale. Il dit il y a à peu près 60 opérations à faire pour l'assemblage. Tout ça est fait par une seule personne et ça prend 12 minutes à assembler ça. Et l'homme fait ça toute la journée. Assembler la même pièce en 60 opérations en 12 minutes toute la journée. Donc, ça amène vraiment un petit côté presque artisanal à certains éléments chez Lexus. On est évidemment très fiers de ça et c'est ça qu'on voulait mettre en évidence. D'autant qu'on nous l'a rappelé, c'est le cas dans le cadre du 35e anniversaire de Lexus au Canada, mais on nous a aussi rappelé que l'usine canadienne, elle est extrêmement bien cotée au niveau international. Elle a gagné 9 fois le titre nord-américain de meilleure usine et 3 fois la mention platine comme étant la meilleure usine d'assemblage au monde, toutes marques confondues. Donc, elle a devancé les autres marques au niveau des usines d'assemblage mondiales, ce qui est quand même pas rien. Donc, c'est particulier. Donc, c'est la science Takumi qui va avec. Mais évidemment, je ne pouvais pas profiter de la présence de Scott McKenzie sans parler d'un autre élément qui est beaucoup moins précis, celui-là, et ce sont les tarifs de Donald Trump. Parce que c'est lui, Scott McKenzie, qui est en charge d'évaluer ces éléments-là pour le Canada notamment. La première chose qu'il m'a confirmé, c'est que peu importe les tarifs actuels au niveau de Donald Trump, il n'y aura pas de changement à la production manufacturière de Toyota Lexus au pays. Ça n'affectera pas la production chez nous. Donc, les usines vont continuer de fonctionner comme elles le font actuellement, ce qui est une excellente nouvelle, évidemment. Deuxième élément qui m'a vraiment beaucoup surpris, les tarifs ne font pas pour le moment augmenter les prix et ils ne le feront pas à coût de 25% non plus. Parce que Toyota Lexus va absorber pour le moment une partie de ses coûts supplémentaires. Donc, il n'y aura pas d'augmentation réelle pour ces affaires-là. Deuxième bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, on l'a vu en fait dans les journaux par la suite, M. Trump a décidé de lever les tarifs sur les pièces fabriquées au Canada. Donc, ça va épargner, bien sûr, beaucoup d'argent aussi. Dans l'autre sens, c'est vrai aussi. Donc, il ne paye pas de tarifs sur les pièces importées des États-Unis. Donc, dans le cas de Toyota Lexus... Attends, je te coupe là. Monsieur, je ne négocie pas, tout le monde est à genoux devant moi, tout ce que je fais, c'est de remonter le peuple américain. T'es en train de me dire qu'ils viennent de faire une concession pour le Canada de façon pratiquement gratuite? C'est-tu ça que t'es en train de me dire? En fait, c'est pas pratiquement gratuit. Dis-toi qu'il y a eu énormément de pression de la part des manufacturiers chez lui. Écoute, il avait déjà créé une certaine exemption avec les 3 constructeurs américains. Clairement, il continue de le faire et il ne pourra pas démanteler ce qui a été complètement intégré, c'est évident. N'empêche qu'il y a des impacts. Hein. On parle là, de Toyota Lexus qui disent ben non, chez nous, ça va bien, on s'en occupe et on prend ça en charge. Il y a quand même des impacts chez nous, notamment du côté de GM à Oshawa, qui a décidé qu'il, pour le moment, coupait un de ses 3 quarts de travail dans la journée. Donc, il y en avait 3, il tombe à 2. Évidemment, ça fait hurler tout le monde, le syndicat et le gouvernement de prime abord. Surtout qu'on sait que Mark Carney, le nouveau premier ministre, rencontre M. Trump au cours des prochains jours. Donc, c'est en soi vraiment un peu compliqué. Deuxièmement, il y a l'usine de Windsor de Stellantis qui referme une autre semaine le 5 mai. En revanche, eux disent que c'est à cause de l'arrivée prochaine des nouveaux modèles 2026. Donc, ils doivent préparer l'usine pour recevoir ces nouveaux modèles-là. Et c'est ce qui fait qu'ils vont fermer pour une semaine. Donc, tout ça est encore à l'étude, mais du côté de Toyota Lexus, on ne veut pas alarmer personne. On est plutôt confiant. Et moi, j'ai posé la question à Scott McKenzie, quand est-ce que ça va se régler? Est-ce que ça va se régler? Et quand est-ce que ça va se régler? Il me dit, ce n'est pas une question d'années, c'est à peine une question de mois. Ah ouais, et c'est Ouais. confiant ça. C'est très confiant. Alors, je pense que ça donne une bonne indication parce que, écoutez, s'il y a quelqu'un qui le sait, là, cet homme-là est à un niveau d'information que nous, on ne sera jamais. Alors, je pense qu'effectivement, c'est une très, très bonne nouvelle. Tout ça dans le cadre, je le répète, d'une soirée Takumi où le chef sur place, j'ai pas son nom malheureusement, mais c'est le chef du restaurant Le Foie Gras, notamment,
qui vient de participer au concours Top Chef en France. C'est lui donc qui faisait le souper. Donc, ça a été vraiment une soirée assez exceptionnelle. Il y avait aussi une calligraphe, une dame, Joy quelque chose, qui est présidente de l'Association des calligraphes de Montréal depuis 2019. Bref, il y avait vraiment des artistes de très, très haut niveau. Je vous invite à aller sur mon compte Instagram ou sur ma page Facebook. J'ai mis quelques éléments, dont celui de Jody Tellier et d'Éric Paré. Mais allez voir le travail de ces artistes-là et admirer la maîtrise. Et en même temps, mais si vous avez des commentaires parce que vous conduisez une Lexus et que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec la qualité d'assemblage dont Lexus se vante, ben dites-nous-le. Parce que si vous n'êtes pas d'accord, on va se faire un plaisir de leur transmettre l'information. Ah oui, absolument. Alors voilà, mon cher, c'était les principales nouvelles. Hein? Parlons de tarifs et parlons de Takumi. Mais de ton côté, tu as des choses, disons, différentes. Ouais, ben écoute, on peut commencer avec justement, si jamais tu veux prendre ta retraite, je sais que t'es pas très près de prendre ta retraite, je sais que t'aimes beaucoup ton travail, mais bon, si jamais l'idée te prenait, et évidemment avec les tarifs et tout ça, l'incertitude économique, il y a une dame sur laquelle plutôt Cheap RV Living a fait une vidéo sur YouTube si ça vous intéresse. Et cette dame-là, elle a trouvé la solution, je crois, pour prendre sa retraite de manière abordable et de manière accessible. Elle vit dans sa Smart 2006. Dans une Smart? Dans la Smart 42 2006. Hey, je suis même pas sûr que je rentre. Eh bien, elle, non seulement elle rentre, mais elle dort et elle vit et elle mange et elle agit comme si c'était un VR, en gros. Mais ce n'est pas un VR, c'est bel et bien une Smart 2006 qu'elle a aménagée avec des couvertures, un lit, de l'espace de stockage, entre guillemets, hein, où elle a même réussi à mettre un petit poêle au gaz et quelques casseroles, quelques ingrédients. Mais tu mets ça Voilà. où? Je veux dire, ça a à peine 3 mètres de longueur. T'as un moteur, puis t'as un système de conduite, là. Tu mets ça où? Ben, premièrement, le deuxième siège est pratiquement inexistant. Le deuxième siège lui sert de lit, en gros, et Évidemment. tout ce qui est la valise, et si vous avez déjà vu une Smart, surtout les premières, en plus, comme ça, vous savez que les valises ne sont pas énormes, et pourtant, elle réussit à faire rentrer quelques petits bacs, là, Sterilite, là, quelque chose comme ça, là, en plastique, à l'intérieur, avec, entre autres, bon, de la litière. In the event of inclement weather, la description. Donc, si jamais ça va pas bien, elle a aussi une litière pour chat, là, mais voilà. Ben, tabarnouche, ça, faut vouloir, hein, parce que, honnêtement, je sais pas comment. En tout cas, regarde, ça doit être moi, là. Écoute, quand même, elle conclut en disant il faut être assez agile. Donc peut-être que c'est pas nécessairement si accessible que ça, mais n'empêche qu'en termes de low cost, ok, retraite avec un budget assez minime, je Ouais, mais pense que c'est là, difficile d'aller plus bas que de vivre dans une Smart 2006. hey, ça n'a pas de bon sens, c'est complètement fou. Écoute, je suis vraiment impressionné parce que, imagine, première fois que j'ai essayé une Smart, je l'ai déjà raconté, mais ça vaut quand même la peine. J'étais avec mon beau-père, qui n'est plus de ce monde, mais mon beau-père pesait un peu plus de 300 livres. Et je ne suis moi-même pas un modèle disons, de minceur. Et on était tous les deux dans la Smart et je suis pas certain qu'on aurait pu rentrer ben grand-chose d'autre à l'intérieur. Écoute, elle a pas de partenaire, hein. Je pense que ça, c'est le plus important, là. Donc, je pense qu'on peut s'en tirer si on est seul et assez agile, mais peut-être que finalement, c'est pas un si bon plan que ça. En tout cas, c'est particulier parce que je te jure, moi, c'est pas le genre de choses que j'aimerais faire. Ben, moi non plus. Moi non plus.
Dans un tout autre ordre d'idée, Uber vient de sortir son index, Lost and Found Index, hein, donc son index des objets qu'ils ont retrouvés, donc les objets perdus à l'intérieur de leur véhicule. Et il y a la version canadienne, la version américaine. J'ai commencé avec les versions canadiennes parce que c'est plus près de chez nous, mais il faut que je te mentionne quelques trucs de la version américaine parce que tu as compris qu'elle est légèrement plus épicée. On serait quand même heureux de savoir que dans les 10 pires villes au Canada, donc qui oublient le plus de choses, même ajustées là, pour la population, il n'y a aucune ville au Québec. Oh, ça, c'est surprenant parce que, remarque, oui et non, là, Uber est juste pour le moment dans la ville de Montréal ou essentiellement dans la ville de Montréal. Il y a peut-être moins de chances que ça se produise. Ben écoute, hein, on parle quand même de Lethbridge, Kelowna aussi, Red Deer dans le top 10, donc on n'est pas non plus dans des villes particulièrement impressionnantes et cosmopolites, hein. Red Deer est là-dedans? Oui, Red Deer est numéro 6. Bon, après ça, Windsor, Victoria, Saskatoon. Quoi que même Victoria, c'est pas bien gros, là. Mais bon, Saskatoon, Winnipeg, peut-être que ça, c'est un petit peu plus impressionnant. Un petit peu moins impressionnant, plutôt. Mais ce qui me surprend, c'est que les 3 villes où on oublie le moins de choses sont Toronto, Ottawa et Calgary. J'aurais pourtant cru, petit spoiler pour la version américaine, mais c'est New York qui l'emporte, là. Dans la Ben, version américaine, c'est New York où il y a le plus d'objets perdus, même par personne. Je suis pas étonné. Mais là, Toronto, Ottawa et Calgary, même pas Montréal, dans ni le top 10, ni le top 3, ni le flop 10. Quelle déception. mais c'est étonnant parce que, c'est comme tu l'as mentionné, ce sont des grosses villes, probablement beaucoup plus d'usagers que les autres, c'est vrai, mais ça multiplie les risques d'autant, là. Ben écoute, comme tu dis, c'est que c'est ajusté aussi. Donc bon, à Red Deer, il y était 2 à avoir pris le Uber, puis il y en a un qui a oublié. Donc 50% des gens oublient des choses dans leur Uber, là, Ah, c'est c'est sûr. chiant. Non, mais je niaise un peu, mais... Je trouve que tu as le jugement radical aujourd'hui, William. Ah, ben là, come on, ils sont combien à Red Deer, là? Je sais pas, hein? Ah, Je c'est sais. plus gros que je pensais. C'est 100 000 habitants. Me voilà absolument flabbergasté. Je pensais que c'était comme le tiers de ça. Bon, ben laissez faire dans ce cas-là, c'est pas si mal, mais quand même, quand même. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est sûrement parce qu'on l'a ajusté par le nombre d'utilisateurs. Maintenant, si on va à qu'est-ce qu'on oublie? Bon, quand on va dans les items les plus oubliés, c'est ce qu'on s'attend, là, les téléphones, les sacoches, les portefeuilles. J'ai déjà oublié mon portefeuille dans un taxi. Les Ouais, c'est. clés, Oui. tu sais, des choses comme ça, là, on s'y attend. Des vapes, hein, des bouteilles d'eau, des passeports. Ça, c'est quand même un peu plus triste. Ben Mais oui, mais je te rappelle que dans une voiture de presse, il y a à peine 2, 3 semaines, j'ai un collègue qui avait oublié ses passeports. C'était la c'est... deuxième fois que le même collègue oubliait ses passeports dans une Bon, ben voiture. peut-être que c'est lui qui nous amène ça chez Uber. Je sais pas s'il prend beaucoup de Uber, mais on le salue. Mais si on parle des choses les plus étonnantes, par contre, qu'on a retrouvées, bon, je vais t'en dire quelques-uns, là, sans ordre précis. Beaucoup d'instruments de musique, entre autres un euphonium. C'est comme un tuba. C'est un instrument avant, là. Mais là, Euh, c'est-tu la même grosseur qu'un tuba? ouais. Comment tu fais pour oublier ça? Écoute, on a aussi oublié une caisse claire et un piano. Ok, là, je suis étonné, là. Il y a quelqu'un qui a oublié son examen de physique. Ouais. Un petit toutou paresseux, bon, ça on s'y attendait. Une canne fuchsia. Une. Une roche japonaise. Attends, une canne, pas une canne pout-pout animale, là, une canne Non, pour non, non, marcher, non, là. une canne pour marcher, oui. Une Ok, canne phew. fuchsia. J'ai eu peur un Des peu. dents en or. Ok. Un échantillon d'urine de chat. Ouais, Et ok. finalement, des grands-parents. Des grands-parents. T'as oublié tes grands-parents. C'est apparemment ce qui s'est passé à Vancouver, oui. Et ce qu'on nous dit, c'est que ça a encore plus de chances d'arriver un samedi à 11h le soir. Ça, c'est le moment de la semaine. Et les moments de l'année, on parle du Nouvel An et de la fête des pères. J'espère que tu n'oublies pas tes grands-parents à la fête des pères, là. C'est un peu ordinaire, effectivement. En tout cas, essaye de pas oublier ton père à la fête des pères.
Moi, je dis Ouais. ça, je dis rien, là. Du côté américain, bon, eux autres aussi, là, c'est des vapes, des passeports, des téléphones, là, c'est à peu près la même chose. Dans les villes qui oublient le plus, ben, c'est celles qu'on s'attendrait aux États-Unis. Donc, c'est New York, Miami, Chicago, Los Angeles, les grosses villes, là. Ça a du Évidemment, là. sens. Boston, Dallas, voilà. Ça a du sens. Par contre, il y en a 50. Je vous invite à aller les lire parce que moi, j'ai ri énormément, là, mais je vais juste vous en dire quelques-uns parce que on peut pas passer à travers les 50. Mais une tortue, un urinoir complet, des oreilles de Shrek, 2 matelas, des 15 chichas, un aquarium, 100 DVD, un cône orange, des Cornish hens, donc des poulets de Cornouailles, du 10 homards et une sculpture de poulet. Mais, euh, écoute, ça soulève des tonnes de questions, je dois dire. Euh, d'abord, comment tu fais pour oublier ça? Mais d'abord, pourquoi tu te promènes en taxi avec des poulets de Cornouailles, notamment? Notamment, mais aussi, bon, plein de choses, là. De l'Ozempic, Ouais, des papiers de divorce. OK. Et Ça, ça, apparemment, que c'est plutôt commun parce qu'après ça, ils parlent des trends qu'ils avaient cette année. 70 Nintendo Switch. Euh, ils est-ce avaient qu'ils les des, vendent à l'encan pas cher? j'espère, des tequilas, des vodkas, des rums, des whisky hein, de haut calibre, donc des Don Julio et autres de ce monde. Une quantité impressionnante de papiers Lego. Mais comment? Tu sais, écoute, il y a des affaires. Bon, tu sais, les bouteilles d'alcool, à la limite, tu vas l'acheter. Peut-être que tu en as déjà un petit peu abusé. Ça se peut que tu la laisses là, puis c'est correct. Mais les papiers Lego, je t'avoue que je t'ai encore stické ses grands-parents, par exemple. Ben, dans tous les cas, dans tous les cas, c'est pas mal. Bon, je vois le temps qui file, là, donc je vais m'arrêter là-dessus, mais sache que j'ai pas mal de choses aussi à te parler, là, pour la semaine prochaine. Donc, on va faire ça assez rapidement parce que j'avais compilé une liste, encore une fois, de délicieux brevets faits par certaines compagnies, certains manufacturiers. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à écouter notre prochain épisode parce que il va durer encore une fois 1 heure, Oui. mais on va pas trop le faire dépasser. Ben écoute, c'est une bonne nouvelle. J'en profite avant de terminer. Je vous ai parlé de la soirée Takumi de Lexus. Le nom du chef qui était là, c'est Jérémy Falissard, propriétaire, entre autres, bon, je vous l'ai dit, du Foie Gras et de d'autres restaurants à Montréal, qui avait préparé des mets particuliers, incluant, crois-le ou non, un vol au vent en forme de calandre de Lexus. Ah ouais. Ouais, alors c'était vraiment particulier. Bref, tout ça pour dire que c'était une soirée exceptionnelle et que ça valait la peine. C'est aussi un épisode exceptionnel qui prend fin, mon cher William. On s'est beaucoup amusé, bien sûr, grâce à tes trouvailles. Je pense encore aux pauvres grands-parents, mais Surtout qu'ils sont considérés comme des objets perdus, hein. c'est effrayant. On espère que ça vous a plu, évidemment. On vous rappelle de vous abonner, bien sûr, sur toutes les plateformes, de nous envoyer vos commentaires et vos jugements si vous le désirez sur Spotify, sur Apple Podcast. Ça nous fait grand plaisir et ça nous aide à monter dans le classement. Si vous avez des questions, venez sur la page Facebook Gotchard Podcast. C'est le meilleur endroit pour nous parler, pour nous faire vos commentaires, pour nous envoyer vos informations aussi. Si vous avez, par exemple, vous voulez vous acheter une voiture et vous avez besoin de conseils, ça nous fait plaisir d'y répondre. Et Ou si vous avez oublié des choses dans un Uber, ça nous fait plaisir de oui, vous en parler aussi. si un jour vous avez oublié quelque chose de pire que vos grands-parents, on veut vraiment le savoir. Ah oui, on vous amène ici en entrevue là, au podcast, ça va nous faire plaisir. C'est certain. Alors là-dessus, mon cher William, je te dis, ben écoute, on devrait revenir la semaine prochaine, mais en tout cas, au moins à la prochaine. À la prochaine. Gotchard est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.